TV. La deuxième partie de cette émission, nous revenons sur le discours du président Poutine, le président de la Fédération de Russie. Je suis accompagné de M. Etoga, expert en marketing et en communication corporate. M. Etoga, la Russie renaît, se renforce et réclame à nouveau la place qui lui revient dans le monde. Poutine parle-t-il d'un retour économique ou stratégique? Je prendrai déjà le point de vue économique pour montrer qu'il revient sur la scène au regard des sanctions qu'il connaît. Et cette volonté de voir son pays s'effondrer, mais qui sont un échec à l'heure actuelle. Bien qu'il connaît des soubresauts, mais cela ne faiblit pas la puissance économique de la Russie. Et donc, c'est un retour économique. C'est un retour, une affirmation même de la puissance économique russe. Et on ne saurait construire une armée aussi puissante sans toutefois avoir une économie fondamentalement forte. Et donc, le développement de l'artillerie militaire russe montre à suffire la puissance économique que cet État dispose. Et l'ensemble des partenariats qu'il a permet de montrer que c'est un pays suffisamment crédible au niveau international, qui respecte, qui fait respecter sa parole et se fait respecter même dans les échanges avec d'autres nations. Vous avez l'Iran, vous avez la Chine, vous avez les pays de l'Organisation de la coopération de Shanghai, tous ces pays-là. On ne saurait faire confiance à un pays en faillite. Vous avez vu les événements qui se sont passés en Grèce, c'était un pays en faillite. Et comment est-ce qu'on a traité la Grèce à cette période-là? C'était un nourrisson qu'il fallait nourrir, parce qu'il faut reconstruire l'économie, il fallait reconstruire son économie. Et donc, on ne faisait plus tellement marcher avec la Grèce parce qu'elle n'était pas solvable. Or, est-ce qu'aujourd'hui, bien que la Russie connaît des sanctions, est-ce que c'est un pays solvable? Oui, il signe des contrats avec la planète entière, et puis malgré les sanctions, je me répète à dessein. Au-delà de ça, politiquement, c'est un retour sur la scène internationale. C'est un retour, un gros retour sur la scène internationale. Et il fallait un élément important pour marquer les esprits déjà du monde et marquer même le russe en particulier, que nous ne sommes plus un peuple vassalisé, comme on a voulu nous transformer. Il le rappelle dans son discours. Nous sommes un peuple qui doit dire les orientations que le monde doit avoir. Nous sommes un peuple qui confectionne même l'orientation qu'on voudrait donner au monde. Et donc, le président Poutine ici essaye de montrer encore un autre tableau que la communauté internationale, avec le suzerain, comme il l'a bien nommé, les États-Unis, ont voulu donner au monde entier. Et il est en déphasage, j'ai envie même de dire, en rupture totale avec cette idéologie-là, parce qu'il voudrait voir un monde qui accepte les traditions des différents peuples, qui remet la souveraineté étatique au centre même déjà de la diplomatie internationale et des relations internationales, qui remet le respect mutuel des peuples au sens global même qu'on veut donner aux droits de l'homme. Et donc, le président Poutine ici remet à jour les aspirations de développement mondiaux, de développement que nous voulons avoir dans le monde, et la vision que les États-Unis se sont donnée de ce monde-là. Il remet cela en cause. Donc, c'est juste une affirmation que le président Poutine essaye de mettre au goût du jour, parce qu'il ne se cache plus, il n'y a plus raison de se cacher. Satan 2 est là. Il le dit parfaitement dans son discours. Le président Poutine fait allusion également
à l'hégémonie occidentale en dénonçant les États-Unis. Il dit qu'il est capital pour eux que les États abandonnent leur souveraineté au profit des États-Unis. L'Occident n'a aucun droit moral à distribuer les bons points ni à prononcer le moindre mot sur la liberté de la démocratie. Il ne l'a pas et il ne l'a jamais eu. Est-ce que c'est la fin de l'hégémonie occidentale selon M. Poutine? Tout d'abord, c'est quoi l'hégémonie? C'est la domination d'un État fort sur un État faible. Et est-ce que les États-Unis ont considéré à un certain moment la Russie comme étant un État faible, bien qu'il se tutoyait en tant que superpuissance au moment de la guerre froide? Que oui, après le démantèlement de l'URSS, on a vu ici des moments tragiques au niveau de la Russie, et ce qui a fragilisé même le développement dans ce territoire-là, et permis à ce qu'on ne considère le Russe comme étant un bon consommateur d'alcool, et donc qui n'a pas vocation à produire quelque chose d'important. Et par conséquent, il a été considéré comme un sous-homme, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, intrinsèquement, l'élite pensante au niveau de la Russie s'est assise pour construire quelque chose qui va redynamiser le mindset du Russe déjà, et redynamiser même la vocation qu'ils aimeraient avoir au regard de la posture ou bien du coin que les États-Unis ont bien décidé de leur conférer dans l'échiquier mondial. Et ce qu'ils se revendiquent aujourd'hui, c'est un État qui tutoie les États-Unis dans la prise des décisions et des orientations qu'on aimerait donner au monde. Mais elle est confrontée à quelque chose que les États-Unis ont développé pendant la guerre froide, ce zèle de vouloir régenter le monde à sa guise et de soumettre les peuples. Et c'est dans cela qu'on voit ce concept d'hégémonie apparaître dans le discours du président Poutine pour donner un corps à suffire à l'ensemble de la population mondiale. Le mal qui gouverne le monde est bien identifié dans ce discours. Il s'agit des États-Unis, le suzerain. Est-ce que quand on parle de suzerain, on voit poindre à l'horizon les questions de démocratie, de liberté des droits de l'homme, et tout ce verbiage international que les États-Unis pondent à la face du monde pour mieux se cacher? C'est en cela que le discours du président Poutine répond à un certain nombre de questionnements que nous nous posons, nous, en tant qu'Africains et en tant que pays qui a connu, n'est-ce pas, cet hégémonisme et qui continue de subir cet hégémonisme occidental sur nos différents pays, dans notre culture, dans nos économies, dans nos politiques et même dans notre diplomatie, on continue à subir. Vous voyez, je prends juste un cas palpable pour montrer que cet hégémonisme, il a continué. Le Mali a demandé à connaître un verdict au niveau de l'ONU. Il faille, pour que ça arrive là-bas, ma foi, un pays puissant, la France prenne ce dossier et l'amène au niveau du Conseil de sécurité pour connaître en profondeur les accusations que le Mali porte sur la France. Ou alors la Russie, ou la Chine, ou les États-Unis. Mais qui fait cela? Personne. Pourquoi? Parce que c'est l'idéologie qui gouverne le monde, nous sommes des subalternes et on n'a pas droit de dire ce que nous voulons. On doit juste accompagner les autres et dire, ma foi, merci, l'orientation que vous avez décidée pour moi, c'est la bonne chose. Donc c'est tout ce que nous avons à faire. Or, l'affirmation que nous, Africains, nous avons aujourd'hui, c'est de dire que nous subissons un tort que nous voulons voir disparaître dans nos cités. C'est de dire, par exemple, que le développement que nous connaissons n'est pas optimal parce qu'il est empêtré dans des choses qui ne devraient aucunement exister au XXIe siècle. J'ai envie de dire, le monde des Lumières est devenu un monde d'obscurité, pour parler de la France, qui se veut un monde de lumière.
M. Poutine parle effectivement de la fin de l'hégémonie états-unienne, on va les citer. Par le passé, on les appelait les gendarmes du monde. Donc, il parle en termes lambda de la fin du gendarme du monde, puisque les États-Unis, il y a quelques années, on les appelait les gendarmes du monde. S'il y a quelques années, je dois un peu contextualiser quand est-ce qu'a émergé ce type de discours. Ma foi, sauf à me tromper, c'est après la déchéance de l'Union des républiques soviétiques. Et donc, c'est juste après la guerre froide, et donc la destruction du mur de Berlin, où l'OTAN a pris le vent en poupe pour, n'est-ce pas, apaiser les tensions au niveau du Kosovo et bien d'autres dans des territoires qui connaissaient les soubresauts, où les États-Unis se sont portés garants de la sécurité, de la stabilité du monde. Mais comment est-ce que cela s'est passé? C'est ce qu'il faut interroger ici pour comprendre cette appellation de gendarme du monde. Et donc, vous avez quelque chose qui s'est passé. Ils ont développé certains travaux qui portaient sur une stratégie duale, j'ai envie de dire. La stratégie là consistait à quoi? Il y avait ce côté d'unipolarité du monde, que les États-Unis étaient le seul garant de sa stabilité et son développement économique et naturellement des orientations politico-économiques et sociales des différents pays dans le monde. Et donc le développement était calqué sur les activités ou le bon vouloir des entreprises ou alors des organisations telles que Bretton Woods, la Banque mondiale, les organismes qui sont nés des traités de Bretton Woods et tout ce qui va avec. Mais au-delà de ça, vous avez la stratégie propre aux États-Unis, c'est-à-dire une stratégie réaliste et une stratégie libérale. La stratégie réaliste consiste à quoi? À la politique d'endiguement. La politique d'endiguement, c'est quoi? C'est tout simplement considérer l'expansion de l'influence russe comme étant un problème majeur au développement des intérêts américains. Voilà une des stratégies indépendantes de la stratégie que les États-Unis ont mis en route pour être le gendarme du monde. Et donc il fallait calmer les efforts d'expansionnisme idéologique de la Russie. La seconde stratégie, c'est la stratégie libérale. Elle consiste en quoi? En apporter, ma foi, la démocratie, le développement dans les territoires avec l'apport des États-Unis, fondé et basé sur ce qu'on va appeler ici le libéralisme, c'est-à-dire l'économie de marché. Et donc, tout cela ne peut être assumé de façon claire peut être assumé de façon claire, je fais un lapsus là, peut être assumé de façon claire parce que les États-Unis disposent des moyens de dissuasion, dont ils sont un pays dissuasif. Ils regardent comme ça, ils disent non, toi tu ne vas pas attaquer là-bas parce que moi je suis le protecteur de ce territoire-là. Et donc fais attention, parce que si tu attaques, moi je vais réagir comme ça. Donc ils avaient une capacité dissuasive au-delà de la moyenne que les autres États ne pouvaient avoir. Et donc ça rentrait dans la politique réaliste. Mais les mouvements qui ont suivi historiquement, c'est-à-dire l'attentat du 11 septembre 2001, a permis aux États-Unis de reconsidérer et de repenser cette stratégie-là et énoncer une stratégie globale qui reprend 7 points fondamentaux que je m'en vais vous citer ici. C'est tiré du livre « Les États-Unis à contre-courant, critique américaine à l'égard d'une politique étrangère unilatéraliste ». C'est écrit de William Harkin, qui, je vais vous dire qui est William Harkin, parce que c'est noté ici. Permettez que je retrouve William Harkin.
que je retrouve les pages. William Harkin est un ancien analyste des services de renseignement de l'armée américaine. William Harkin est professeur à l'école des études internationales avancées de l'université de Johns Hopkins et professeur adjoint à l'US Air Force School Advanced Air Power Study. Et qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il nous rappelle juste que les États-Unis ont développé un rapport secret sur la révision de la politique nucléaire américaine et qui présente un nouveau cadre inquiétant pour la guerre nucléaire. Nous sommes ici dans les années 2008-2004. La meilleure manière de chercher la guerre nucléaire, c'est de provoquer la guerre et provoquer l'URSS. Et donc, les sept éléments, vous me permettez que je vais les citer sans toutefois développer. Je vais citer. Vous avez le premier élément de la nouvelle stratégie, juste après les événements du 11 septembre. Vous avez un engagement fondamental à conserver un monde unipolaire dans lequel les États-Unis n'ont pas de rival. Allez chercher à savoir ce que ça veut dire. Ça a été développé dans le livre. Moi, je vais juste citer les sept éléments qui encadrent la stratégie globale, la nouvelle stratégie globale des États-Unis. Le deuxième élément est une analyse radicale novatrice des menaces à l'échelle mondiale. Vous voyez ici l'intégration d'un nouveau concept, c'est-à-dire le terrorisme, dans cette analyse-là, et de la manière de traiter celle-ci. Comment est-ce qu'on traite les nouvelles menaces? Le terrorisme. Hein? La troisième stratégie, c'est la nouvelle stratégie soutient que le concept de dissuasion est caduque. Cela avait sa place au moment de la guerre froide. Et donc, il faille repenser au-delà de cette stratégie qui aujourd'hui se voit menacée par des nouvelles menaces. Il y a la stratégie, la quatrième, est l'élément stratégique de stratégie globale émergente, qui est un remaniement des conditions de la souveraineté. On questionne la souveraineté des États. Très important. Et vous avez un auteur là qui a épilogué là-dessus. Il a publié quelque chose. On y reviendra. Je donne d'abord les 7 éléments. Le 5e élément, c'est la nouvelle stratégie globale est une dévalorisation généralisée des règles, traités et partenariats en matière de sécurité internationale. On dévalorise tout. On s'en fout des conséquences. On dévalorise. Tant que ça ne sert pas à nos intérêts, on dévalorise. 6e stratégie, dans la nouvelle stratégie globale, affirme que les États-Unis auront besoin de jouer un rôle direct et libre en réponse aux menaces. On parle du terrorisme. La menace, c'est le terrorisme. À partir du 11 septembre 2001, c'est le terrorisme, la nouvelle menace. Il ne faut pas confondre. Et le septième élément dans la nouvelle stratégie, c'est on accorde peu de valeur à la stabilité internationale. Justement, après les 7 éléments, à contrario, la Russie de Poutine affirme avoir pris la tête du mouvement anticolonial, d'ici Poutine. La Russie a-t-elle remis en cause l'ordre établi? Le discours du président Poutine remet en cause cet unilatéralisme qui est fondé sur l'impérialisme. Or, le discours du président Poutine remet en cause le bien fondé de l'impérialisme parce que son positionnement idéologique lui impose d'être contre l'impérialisme. Vous avez les Trotsky qui ont quand même construit une idéologie au niveau de la Russie et qui ont accompagné les peuples à se libérer, à connaître une certaine liberté. Et donc, le président Poutine ici met à la place du jour, à la place publique, j'ai envie de dire, les déboires que cette politique unilatérale qu'accompagnent les États-Unis à imposer, à déporter, à choisir quel pays est démocratique. Vous avez même l'émergence
parce que l'émergence des États voyous, je vais peut-être lire un extrait pour montrer que si les États-Unis aujourd'hui considèrent que vous êtes un État voyou, ils ont l'obligation de vous neutraliser. Parce que vous êtes une potentielle menace à l'acceptation du terrorisme. Je vous ai bien lu le septième élément dans la stratégie globale. On s'en fout des traités. On les dévalorise. On ne prend pas de cela en compte. C'est nos intérêts qui comptent. Et le premier élément qui confirme encore cette posture états-unienne, c'est on régente le monde parce que nous sommes les seuls à être capables de le régenter. Le gendarme du monde. Le président de la Fédération de Russie fait allusion à d'innombrables plans d'invasion de la Russie. Il dit également, il nous qualifiait alors d'amis et de partenaires. Mais dans les faits, il nous traitait comme une colonie. Pourquoi M. Poutine fait aujourd'hui une analyse sur la communication de l'Occident? Pour façonner les esprits de son peuple, à mieux identifier l'ennemi. Parce que la propagande occidentale essaye de polir leurs actions dans le monde tout en cachant leur véritable objectif sur les peuples de ce monde. Vous avez les actions des États-Unis qui viennent, en termes communicationnels, vous dire on vous apporte le développement en vous accordant des prêts. Mais ces prêts sont, j'ai envie de dire, imposés si vous respectez une certaine charte. Et la charte, c'est quoi? La démocratie, les droits de l'homme, les matières premières. Vous acceptez que nous puisons tout cela, vous êtes un élément important dans l'unipolarisme que les États-Unis voudraient avoir dans ce monde en tant que gendarme de ce dernier. Donc, ici, l'analyse communicationnelle que le président Poutine essaye de faire, c'est juste pour préparer les esprits de sa population quant à comprendre que nous faisons face à un hydre et qui a déjà des tentacules, même en notre sein, et qu'il faille travailler de concert pour contrecarrer l'ensemble de ces actions sur notre territoire. Vous savez, il y a un opposant russe qui est parti en Angleterre, juste parce qu'il est en contradiction avec les idées de Poutine. Mais dès que vous êtes en contradiction avec les idées du dirigeant de la Fédération de Russie, mais vous êtes bien accueilli au niveau de la communauté internationale parce qu'ils considèrent que Poutine ne répond plus forcément à leur cadre idéologique. Et donc, il faille le zigouiller, j'ai envie de dire, l'éliminer, j'ai envie de dire, l'écarter du jeu politique et peut-être même du monde. Parce qu'il ne faudrait plus qu'il diffuse ses conseils et son idéologie dans la révolte des peuples. Est-ce que ce n'est pas faire preuve de naïveté de considérer la Russie comme le petit poussé au niveau des puissances mondiales? Contextuellement, la situation communicationnelle que le président Poutine utilise est très importante. Parce qu'il rappelle un fait historique qui est très important aussi pour la construction même de la mémoire du russe. Pourquoi je le dis? Parce que la période historique que le président Poutine rappelle en utilisant ces mots, c'est la grande famine. La grande famine. Et, le président Gorbatchev a qualifié cela de « era of stagnation » à la période où le président Brezhnev était aux commandes et ce qui en a suivi parce qu'il était en désaccord aussi avec la politique états-unienne, avec la guerre froide et tout ce qui va avec, le communisme qui était honni. On ne voulait pas voir les États s'allier avec un État communiste. Et donc, à cette période-là, Gorbatchev vient avec une nouvelle idée, la perestroïka, c'est-à-dire la reconstruction, sortie de cette stagnation qui a plongé le pays dans les méandres
j'ai envie de, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Dans la stagnation. On ne connaît, dans la misère, tout à fait. Et le président Gorbatchev vient en acquaintance avec l'acquaintance idéologique avec le libéralisme, vient à proposer aux Russes la perestroïka, reconstruire l'économie russe avec l'installation de près de 500 industries en moins de 2 mois. Mais ce qui a été un flop et a fait naître alors maintenant une grande période de famine avec une récession de 55% du PIB par chaque Russe et une augmentation du chômage, de la misère de 55% dans la population. Et les classes sociales ont commencé à émerger au niveau de la Russie. Cette période-là, c'est cela que rappelle le président Poutine.